Prenez un petit moment. Visualisez-vous dans un somptueux appartement situé au-dessus du centre commercial New Babylon à La Haye, aux Pays-Bas. Tous vos déplacements se font exclusivement à bord de voitures blindées telles qu'une BMW X5. Malgré ces apparences, vous prétendez être un simple propriétaire de salle de fitness, certes prospère, alors qu'en réalité vous êtes impliqué dans l'empire de la coke aux côtés du célèbre parrain, connu sous le nom de Pete Costa. De plus, vous êtes inscrit sur la liste noire du groupe dirigé par Ridwan Tari, qui vous traque. Oui, votre nom est Robin Van Ho. Une étape circulaire dans la vie de Robin débute au printemps 2016, lorsqu'il fonde, lui l'ancien agent de sécurité, sa propre salle de sport baptisée Elite Fit à Utrecht. Son objectif est de métamorphoser un ancien entrepôt en un concept novateur, proposant une variété de programmes d'entraînement assortis de conseils nutritionnels. Ce projet se concrétise rapidement, générant plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, et ce, en toute légalité, même si les enquêteurs émettent des suspicions quant à l'origine des fonds investis dans l'entreprise. En effet, selon la police et les rapports de l'unité de renseignement criminel de l'époque, la TCI, Robin, qui avait déjà été condamné par le passé dans diverses affaires liées notamment à la culture du cannabis, semble désormais évoluer dans le domaine du commerce de la cocaïne, en collaborant avec nul autre que le baron notoire Mustapha, alias Mousse. Il convient de rappeler que Mousse fait partie des héritiers de Scarface, qui se sont rapidement enrichis à cette époque, notamment grâce au partenariat commercial avec un personnage de premier plan, Pete Costa. En ce qui concerne Robin, il ne se contente pas du simple succès du groupe, car il prend également en charge la logistique de la contrebande. C'est principalement cette activité qui va considérablement gonfler ses finances. Cependant, l'année 2016 marque le début d'une période très agitée dans le monde criminel des Pays-Bas. Pour mieux comprendre la suite, replongeons dans la matinée du 27 octobre 2015, dans le port de Rotterdam. Ce jour-là, un chauffeur de camion quitte le port avec un conteneur rempli d'ananas en provenance du Costa Rica qu'il doit livrer à une entreprise. Au cours de son trajet, une Volkswagen rouge commence à rouler de manière particulièrement agaçante devant lui, le forçant à ralentir considérablement près d'une station-service. De manière surprenante, à cette station-service se trouve un autre véhicule, une Volvo, et à son bord, des individus habillés en uniforme de police qui sont clairement visibles sur l'enregistrement des caméras. La voiture s'engage ensuite sur la route, se plaçant juste devant le camion et la Volkswagen rouge. À une intersection, juste un peu plus loin, la Volkswagen rouge disparaît tandis que la Volvo avec les faux policiers à bord s'arrête devant le camion, affichant le signal Stop Police. Il s'agit d'un message clair indiquant au chauffeur de suivre la Volvo en question, qui continue sa route avant de s'arrêter un peu plus loin. 2 policiers demandent au conducteur de descendre et de monter dans la voiture. Le chauffeur obéit et la voiture s'éloigne, laissant camion et remorque sur place. Le chauffeur est enlevé par les prétendus policiers pour être relâché quelques heures plus tard. Pendant ce temps, une autre équipe est à l'œuvre pour prendre en charge le camion transportant officiellement des ananas. Tous se dirigent vers un autre lieu où la semi-remorque portant le conteneur est attachée à l'arrière d'un autre poids lourd. Ce dernier se dirige ensuite en direction d'un entrepôt à Montfort où son contenu doit être déchargé. Plus tard, la police retrouve finalement le conteneur, mais complètement vide. En raison de l'enlèvement du chauffeur du camion, les autorités suspectent que le conteneur, en plus des fruits, contenait également de la CC. Quelques mois plus tard, en janvier 2016 à Montfort, et indirectement en lien avec l'enquête précédente, la police effectue une perquisition dans cet entrepôt. Bien que les drogues aient depuis longtemps disparu, cette action se révèle cruciale, car conduit à la découverte d'une camionnette blanche un peu spéciale. Et oui, ce véhicule est loin d'être ordinaire, car il est équipé de gadgets, notamment permettant la prise de photos et de vidéos discrètes. En d'autres termes, ce fourgon d'observation peut être utilisé pour préparer potentiellement des exécutions. À l'intérieur de ce véhicule, lié à un ami de Mousse, se trouve un ordinateur portable contenant une photo prise durant une observation, appartenant à Jawed F., le neveu de Ridwan Tari. En effet, à l'époque circule dans le milieu la rumeur selon laquelle le groupe de Tari cherche à se débarrasser de Mousse. C'est pourquoi l'entourage de Mousse effectue quelques observations préliminaires.
Par ailleurs, il y a également des rumeurs qui suggèrent que les deux parties ont été intentionnellement mises en conflit. Quelle que soit la vérité, la police avertit Jawad d'un potentiel danger pour sa vie, ce qui va immédiatement intensifier la rivalité entre Mousse et Ridwan. Ce qu'il faut retenir pour le moment dans cet épisode, c'est qu'une série d'attaques va suivre, alimentant la guerre qui oppose les deux camps, avec un moment charnière en 2017, à Marrakech au Maroc, alors qu'un innocent est abattu à la place de Mousse. Cette mission entraîne l'incarcération de nombreuses personnes, y compris la cible initiale, c'est-à-dire Mousse. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, Robin, toujours aux commandes d'Elite Fit, se consacre désormais à donner des cours à ses clients, leur permettant d'améliorer leurs conditions physiques. Il est présent presque tous les jours dans sa salle de sport. Bien qu'il prétende n'avoir aucun lien avec le monde criminel, il est toujours considéré comme un bon ami de Mousse. Il affirme que son implication se limite à des services tels que la conception de l'identité visuelle d'une boîte de nuit dirigée par Mousse Azotermer. En effet, Robin possède des compétences en graphisme acquises lors d'une formation professionnelle et il a également travaillé dans le domaine de la publicité par le passé. Cependant, selon les enquêteurs, cette amitié va bien au-delà de ses activités en apparence innocentes, comme en témoignent les événements qui surviennent plus d'une semaine après l'échec de la mission à Marrakech, lorsqu'une grenade est lancée à proximité de sa salle de fitness Elite Fit, suivie peu de temps après par des coups de feu tirés dans une propriété voisine. En janvier 2018, Robin reçoit un avertissement de la police l'informant qu'il figure sur une liste de personnes à éliminer. À ce moment-là, il a déjà conscience qu'il est surveillé de près depuis un certain temps. Pour bien comprendre la situation, observons le groupe autour de Tari à cette époque. Il est en effet essentiel de prendre en compte que, selon le ministère public, ce dernier aurait fait appel au service d'exécution d'un club de motards appelé Kalowago, dirigé par Delano, alias Kilo, qui accepte des missions d'exécution en échange d'argent. Afin d'éviter tout lien direct avec l'organisation de Tari, ce dernier a mis en place une cellule spécialisée composée de Wizard et Big, dont le rôle est de servir d'intermédiaire et de transmettre les informations à Kilo. C'est en février 2017 que la mission visant Robin est initiée, marquant ainsi l'un des tout premiers messages cryptés envoyés à Kilo. La salle de sport se trouve à l'adresse, à Utrecht Sur. L'adresse de la maison est... D'ailleurs, la salle de sport est à lui, Sir. Son collègue Feno, au surnom de Big, transmet un message de la part présumée de Ridwan. Il ferme la salle souvent tout seul aussi. Big ajoute une photo de Robin, ainsi qu'une information sur sa petite amie quelques semaines plus tard. Sa petite amie roule souvent dans une Porsche. Et c'est aussi l'homme qui se trouve précisément sur la photo que je t'ai envoyée. En réaction à cela, Kilo estime avoir assez d'informations. Il ressort des témoignages que la copine de Robin conduit effectivement une Porsche Panamera à cette époque. Il semble que la préparation s'éternise et que l'action tarde. C'est en décembre 2017 que Ridwan insiste pour que Kilo se concentre sur le travail et ne gaspille pas d'énergie dans d'autres missions. Kilo indique qu'il travaille dessus et envisage de mettre en place une nouvelle équipe près de la salle de sport. Encore un coup d'œil, une autre bonne prise de vue et puis l'action. Il explique dans le message qu'ils sont sur le point de terminer l'observation de Robin avant de passer à l'action. Le problème pour eux est que Robin est extrêmement habile pour recueillir des informations et il a déjà remarqué des hommes inconnus circulant dans une voiture noire qui rôde près de sa salle de sport à la même période. De plus, il a découvert un émetteur GPS fixé sous sa voiture. Sa vigilance n'est pas surprenante, étant donné qu'il figure sur une liste noire et qu'il fait tout son possible pour rester sous le radar en séjournant à des adresses différentes et en changeant fréquemment de voiture. Finalement, le commando ne réussit pas à éliminer Robin. Cependant, sa nouvelle vie en tant que gérant de salle de sport prend fin ici, avec un message adressé à ses clients. J'ai défendu fortement le concept et je ne me laisserai pas extorquer ou menacer. Nous préférons donc fermer les portes. Sans hésitation, avec son entreprise désormais fermée, Robin n'a d'autre choix que de poursuivre ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de plonger plus profondément encore dans le monde souterrain.
Il rejoint une alliance dans laquelle divers groupes criminels, notamment les héritiers de Scarface, comme son frère Karim, mais également le groupe de Mousse, en ont assez de la violence et forment un front uni contre le groupe de Ridwan, ce qui ne fait qu'augmenter les tensions. Le grand public prend conscience de cette guerre un beau jour de juin 2018 lorsque la police publie les photos du quartier général du groupe de Tari, le Platinum Lounge avec le texte « Los Pepessoir » peint dessus, en référence à l'Alliance. À ce stade, Ridwan est l'homme le plus recherché des Pays-Bas, faisant tout son possible pour échapper à la justice. Tandis que Robin fait tout son possible pour éviter d'être pris pour cible, ce qui explique la présence régulière à ses côtés de gardes du corps. Cependant, les problèmes ne s'arrêtent pas là pour Robin, car il doit désormais se débrouiller sans le soutien de son ami Mousse, qui, comme mentionné précédemment, a été arrêté au Maroc. Il ne perd pas de temps et approfondit ses relations avec Pete Costa, un véritable parrain de Rotterdam qui est également un bon partenaire commercial de Mousse. C'est au cours de l'année 2019 que l'équipe de renseignement criminel reçoit un tuyau selon lequel Robin travaille pour un groupe impliqué dans l'importation de coke et, comme nous le verrons, il occupe une position importante au sein de ce réseau. Le réseau de Pete Costa est principalement constitué de 2 lieutenants essentiels, Ibrahim et Hassan. Hassan en particulier est responsable de la distribution et des transactions liées à la drogue. De plus, il a le pouvoir de décider des itinéraires d'expédition à établir et de déterminer qui peut participer aux nouvelles livraisons. Le 27 mars 2020, Hassan est informé par ses subordonnés qu'un conteneur est sorti du port et qu'il est actuellement en route vers un entrepôt. Il prend également soin de tenir informé son coéquipier Ibrahim de l'évolution de la situation. Le conteneur est enlevé. On va maintenant vérifier si les objets sont à l'intérieur. Le conteneur entre maintenant dans l'entrepôt. Une fois arrivé à l'entrepôt et après avoir vérifié le contenu du conteneur, Hassan ressent un profond soulagement. Il reçoit également une photo montrant que le conteneur ne contient pas de bois, mais plutôt des blocs blancs arborant la lettre A surmontée d'une couronne. Il transmet cette même photo à Ibrahim. De la frappe est à l'intérieur. Désormais, l'objectif est de distribuer cette cargaison de 1200 kilos à d'éventuels clients, conformément aux indications des messages cryptés. Tu sais déjà quelque chose sur le prix? J'ai quelqu'un pour 100 kilos qui pourrait peut-être venir vérifier le produit plus tard. Tu veux vendre quelque chose? Si oui, à quel prix je lui dis pour 100 kilos? Mon pote, je n'ai pas encore d'idée. J'ai entendu dire que c'est de la bonne marchandise. Je vais voir quel est le prix. Hassan prend contact avec Robin pour obtenir des informations sur les prix d'1 kilogramme dans sa région. Mon pote, quels sont les prix dans ton coin? À 27K, ça se vend bien. Je peux en vendre beaucoup. Je pense que je vais fixer le prix à 27,5K. Hassan communique les prix à plusieurs criminels. On va le fixer à 27,5K. Le prix est de 27,5K. On va commencer par 27,5. Tu sais déjà quel prix on pratique alors? Oui, mon pote, 27,5K. Pour ce qui est de la provenance du produit. Dernière question. C'est de la Colombie, non? Pas du Bolivie? Non, du Boli, mon pote. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la même chose que la dernière fois. Finalement, un autre contact remet en question le prix de cette marchandise. C'est quoi le prix? 27,5, mec. Tu trouves pas que le prix est un peu élevé? Ibrahim est du même avis. À 27,5K, ça va pas fonctionner, frère. Il le fait également savoir à Pete Costa. Mon pote, fixer le prix à 27,5 va être difficile. Pourquoi? C'est trop cher. On peut analyser la situation. Je pense qu'il vaut mieux descendre légèrement les prix et tout vendre. Les marchandises vont pas se détériorer. Robin est d'accord qu'une réduction de prix devrait être envisagée. Mon pote, à 27,5, nous ne nous en sortirons pas. Passons à 27. Nous pouvons les vendre facilement à de bons prix. Tu es situé à 27K avec les marchandises, non? Est-ce que quelque chose est déjà parti? Oui, 27K, mon pote. Les 50 premières pièces sont parties.
On va rester à 27K. Débarrasse-toi simplement de cette marchandise. On va se concentrer sur une nouvelle livraison. Honnêtement, je demande rien et je me casse pas la tête avec la vente. Il n'y a que le prix qui compte pour moi. Le reste, je laisse les autres gars se débrouiller. En effet, après tout, c'est Pete Costa qui fixe le prix final du produit, et il souhaite simplement être tenu informé de ce qui est parti et de ce qu'il reste à vendre, tandis que ses coéquipiers se chargent de la distribution complète. Le prix est de 27 ? Hassan ne te l'a pas dit ? 27K, c'est le prix. Je vais pas le baisser. Il semble que les marchandises ne se vendent pas aussi rapidement que prévu. Oui, je parlais avec le bras. Il est également bloqué. L'émoticône du bras fait référence à Robin en relation avec son physique de sportif. Il a proposé à 26,5K. Je pense qu'on devrait se fixer ce prix aussi. Ou simplement on laisse tout dans la réserve pendant un moment. 26,5K, tu trouves ça nulle part. Finalement, le boss Pete Costa donne son feu vert pour la baisse du prix. Mon pote, allons avec ce prix. D'accord. Alors, on dit 26,5 au bras ? Oui, dis-le. 26,5 c'est bon. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui part après la baisse de prix ? Ouais, 30 pièces. Combien de trucs sont partis au total maintenant ? J'en ai encore 811. Donc, 389 sont partis ? Tu penses qu'à l'heure actuelle, les gens ont le moyen de choper ailleurs un bon produit à 26,5K ? Oui, en petite quantité. D'accord. Avec ce nouveau prix, il ne faut finalement pas beaucoup de temps avant que tout le stock se vende, comme Hassan le confirme à un potentiel client un mois plus tard. Non, tout est parti. Après tout, il s'agit d'une des nombreuses cargaisons que le réseau de Pete Costa gère, qui représente un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros, juste de cette façon. Même si les protagonistes continuent de s'enrichir dans ce monde souterrain, la police les a dans le viseur, et en particulier Robin, qui attire leur attention. L'enquête Antigo est ouverte durant l'été 2019, après que plusieurs individus aient été identifiés pour leur implication présumée dans des préparatifs d'exécution. Les autorités découvrent l'existence d'un duo composé de Patrick et de Rossello, qui auraient effectué des surveillances sur des cibles potentielles pour le compte présumé du groupe de Robin. L'une de ces cibles est Ahmed G, surnommé le professeur en raison de son apparence impassible et des lunettes qu'il porte. Il est surtout connu comme trafiquant de drogue de grande envergure, en place depuis plusieurs décennies, ayant accumulé une longue liste d'ennemis dans le monde criminel, provenant de divers horizons. Les raisons de ces conflits peuvent souvent être obscures, comme c'est d'ailleurs le cas avec le réseau lié à Robin. Sur le papier, Ahmed et son bras droit Hassan, à ne pas confondre avec Hassan, dirigent une entreprise de nettoyage et un cabinet de conseil. Mais en réalité, ces entreprises ne servent qu'à dissimuler leurs activités véritables, à savoir leur profonde implication dans le milieu criminel. Pendant l'année 2019, le duo de l'équipe de Robin mène des opérations de surveillance particulièrement intensives afin de localiser et de préparer la liquidation du professeur. Dans le cadre de cette enquête et sur la base de soupçons de blanchiment d'argent impliquant Patrick, les autorités placent ce dernier sur écoute et installent des micros dans les véhicules qu'il utilise. Il apparaît rapidement que Patrick est fréquemment en compagnie de Rossello. D'après une conversation datant du 20 novembre 2019, il est confirmé qu'ils avaient déjà tenté de choper Ahmed en début d'année. Ouais, mais je peux te dire une chose, crois-moi. Ce jour, quand on a failli le choper à... comment t'appelles encore cette place ? L'arène ? L'arène, voilà. Eh ben, tu sais, quand tu le vois maintenant et quand on l'a vu la dernière fois, on aurait dit que c'était deux personnes différentes, hein ? Parce qu'ici, il n'a pas de lunettes et là, il en avait. En tout cas, on aurait pu facilement l'attraper à ce moment. Ça allait être de l'argent facile. Très facile même à ce Larène. Il ressort qu'Ahmed, qui ne porte pas toujours ses lunettes, était en réunion avec un ami à Larène, aux Pays-Bas, le 24 janvier 2019, et cette réunion a été effectivement observée par le duo. Ils estiment maintenant qu'ils auraient pu passer à l'action à ce moment-là.
Cette discussion prend tout son sens, car il leur devient désormais de plus en plus compliqué de localiser Ahmet, qui reste sur ses gardes depuis qu'il a échappé à une tentative de liquidation, en mars 2019, devant sa maison à Amstelveen. Lors de cette attaque, il est touché à la jambe par une balle, tandis que sa fille de 17 ans est blessée à la cheville. Ils ont de la chance que l'arme d'un des tireurs ait mal fonctionné. L'image de cet homme, vu par ses voisins comme un individu aimable qui ne pose jamais de problème, change radicalement lorsqu'ils comprennent subitement pourquoi les fenêtres de sa maison ont une apparence inhabituelle, un peu huileuse. Elles sont fabriquées en verre par balle. Le lien entre le duo et cette tentative de liquidation est établi, mais rien de concret n'émerge pour le moment. Ce qui est clair, c'est qu'Ahmet reste très discret depuis cette journée. Lors de son transport à l'hôpital, son ami Hazan était présent dans la salle réservée à la famille. De plus, Ahmet aurait séjourné chez Hazan pendant un certain temps, durant sa convalescence. Sans surprise, le duo qui passe des mois à essayer de localiser Ahmet commence à surveiller de près ses contacts proches, en particulier Hazan, dont la voiture est désormais équipée d'un dispositif de suivi. Le duo ne peut pas se permettre de se reposer, car les deux ont besoin de gagner de l'argent, qui provient directement de la poche de Robin. En effet, selon une conversation interceptée entre la petite amie de Patrick et une amie, il est mentionné que Patrick reçoit un salaire mensuel fixe de ce grand frère, et en plus, lorsqu'il effectue un travail, il gagne un supplément. Comme il fait partie du réseau de ce grand frère, il doit accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées. Alors Patrick dit que si je ne me rends pas utile au frère, alors le frère va aussi arrêter mon salaire. Il ressort de l'enquête que les surnoms frères ou grands frères sont utilisés pour désigner Robin. C'est ainsi que dans le cadre de sa mission, une nouvelle balise vient d'être discrètement fixée sous la voiture de Hazan, le 19 novembre 2019, ce qui correspond à une conversation interceptée. Le frère a dit « La meilleure option est de recoller la balise à ce nettoyeur. » Le nettoyeur fait allusion ici à Hazan. Dans le cadre de l'enquête, la police saisit le véhicule de Hazan le 22 novembre et le place dans le parking P3 à l'aéroport de Schiphol-Amsterdam. Des images des caméras de sécurité montrent que le duo gare une voiture juste en face du véhicule de Hazan le 25 novembre. Il est à noter qu'à l'arrière de la voiture du duo se trouve une peluche contenant une caméra orientée vers le véhicule de Hazan. Tu sais, à Schiphol, grâce à Hazan qui est bien avec le professeur, on pourra bien l'atteindre alors. Il semble qu'ils mettent vraiment tout en œuvre pour localiser Ahmet, en passant par Hazan, comme en témoignent de nouvelles conversations. Ce Hazan est juste là, non ? Oui, mais ce professeur n'est pas parmi eux. Finalement, le duo manquant d'efficacité ne parvient pas à localiser Ahmet. Ce résultat n'est pas surprenant, car le professeur est conscient qu'il est la cible de plusieurs organisations rivales, y compris celle de Kilo. Revenons maintenant au 1er août 2018, lorsque plusieurs suspects sont appréhendés en flagrant délit sur l'autoroute au volant d'une BMW volée. Dans le coffre de la voiture est découvert un pistolet équipé d'un silencieux. Dans le milieu criminel et ailleurs, tout le monde sait que l'utilisation d'un silencieux sert principalement à tuer quelqu'un et n'est pas utilisée pour faire des simples menaces. Cependant, à cet instant précis, la police ne comprend pas les intentions des 3 individus impliqués, dont Rajesh alias Jack, membre du club de motards Kalawago, dirigé par Kilo. Une femme nommée Aino se trouve également dans la voiture. Aujourd'hui, la situation s'est éclaircie grâce à de nouvelles preuves et notamment grâce à l'accès aux messages cryptés. C'est à la fin de septembre 2018, donc un mois plus tard, que Kilo demande à un complice des informations sur Ahmet. Tu connais cet homme, Ahmed J. Son surnom est Professeur. Adresse, c'est le nom de sa rue. Il est dangereux. Il avait aussi des liens avec un groupe terroriste turc, le DHKC. Il est chauve, a un peu de cheveux, conduit une petite voiture noire, les fenêtres de sa maison sont blindées. Si tu veux faire quelque chose, fais-le en silence, frère, parce qu'il a beaucoup d'informations. Je parle maintenant avec quelqu'un qui le connaît aussi. Il dit qu'il va souvent au café en face du café Marathon. En journée et le soir, il est toujours chez lui. Un ami à moi a voulu le faire il y a quelques années, mais il s'est lui-même retrouvé coincé.
Dans la discussion, il apparaît que le prix sur la tête d'Ahmed est de au moins 150 000 €. Kilo cherche également à savoir quelle voiture il conduit. Il mentionne également qu'ils ont déjà tenté de l'intercepter récemment, ce qui est potentiellement lié à l'équipe de la BMW appréhendée sur l'autoroute un mois plus tôt. Nous l'avons presque déjà eu lorsqu'il sortait sa poubelle dehors, mais il est toujours méfiant et regarde autour de lui avec beaucoup d'attention. Il sort sa poubelle tous les mercredis. En effet, selon le calendrier de collecte des déchets de la municipalité d'Amstelveen, les ordures sont ramassées tous les jeudis. Il est donc logique que Ahmed sorte ses poubelles le mercredi soir. Selon les déclarations d'Aino, cette femme prétend travailler comme chauffeuse de taxi illégale et conduit parfois son ami Jack car ce dernier avait perdu son permis de conduire en raison de sa conduite sous influence et elle lui rendait ce service contre une petite rémunération. Il semble que tous deux se rendirent à plusieurs reprises le mercredi à proximité de la résidence du professeur à Amstelveen. Des photos de cette résidence ont également été trouvées dans un téléphone PGP à bord de la BMW et Aino a fait des déclarations à ce sujet. Avec le téléphone blanc, Jack n'a jamais passé d'appel mais a seulement reçu des messages. Il avait ce téléphone blanc avec lui le jour de notre arrestation. Il était très souvent sur ce téléphone. Si je lui parlais, je ne recevais pratiquement pas de réponse non plus. C'était comme s'il était complètement absorbé par ce téléphone. Je n'avais pas le droit de toucher ce téléphone non plus. Aino, qui n'était pas informé de la mission finale, avait gardé le silence par peur des menaces de Jack. Cependant, avec le temps, elle a finalement trouvé le courage de parler à la police et de partager ce qu'elle sait. Au moment où nous sommes arrivés sur l'autoroute, Jack a dit « Ne t'arrête pas, continue ». Il m'a interdit de dire que je l'avais déjà conduit ici et là, ou que je l'avais déjà conduit à Amstelveen, sinon je ne reverrai jamais mon fils aîné. Finalement, tout comme dans le cas de l'équipe autour de Robin, la mission du réseau de Kilo n'aboutit pas. Il est en revanche évident que la carrière du professeur dans le monde criminel est loin d'être terminée. Si nous revenons un instant au duo composé de Patrick et Rossello, les observations de la police continuent intensivement jusqu'à la fin de l'année 2019. Il apparaît que Patrick et Robin se seraient rencontrés à La Haye, près de l'appartement dans lequel réside Robin, au-dessus du centre commercial New Babylon, pour discuter d'affaires. Ces réunions ont eu lieu à plusieurs reprises, comme le mentionne à un moment donné Patrick à Rossello. « J'étais chez le frère. Je vais aller maintenant au magasin de téléphonie. » Parlant de ce magasin, il nomme une filiale de Coolblue qui est située dans le centre commercial New Babylon. Un autre jour, après l'une de ces réunions, Patrick confesse à sa petite amie qu'il est trop stressé pour continuer et qu'il a un rôle important pour le groupe. Il a juste peur que je ne veuille plus ou ne puisse plus faire mon travail. Écoute, je suis en fait la personne la plus importante pour eux. Je lui dis que je ne veux plus de ça non plus. Il me dit que oui, en fait c'est juste que tout le monde a besoin de moi. Mais je lui dis, oui mais oui, je ne peux pas faire ça. Ma tête est trop stressée. Finalement, c'est une phrase prononcée par Patrick, s'adressant à Rossello le 5 décembre 2019, qui change complètement la donne. Le type loue quelque chose depuis des mois. Ils ont loué un hangar. Les trous et les tuyaux de la précédente plantation de cannabis y sont encore. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel entrepôt, mais d'un lieu dans lequel le réseau de Robin et de Pete Costa est en train de construire une prison, pour capturer les rivaux, les y placer et même les torturer, comme nous le verrons plus tard.